Bonjour à toutes et à tous. Au mois de mars, traditionnellement, on parle de la lutte pour les droits des femmes. C'est donc l'occasion de parler plus particulièrement de certaines de ces représentations. Il y en a une que vous connaissez tous assurément, c'est celui de la femme fatale. C'est un mythe que l'on retrouve dans toutes les civilisations et ce depuis la nuit des temps. Dans cette vidéo, on va se pencher plus particulièrement sur les représentations de la femme fatale dans la littérature occidentale et je vais donc vous présenter plusieurs profils et plusieurs œuvres. Pour vraiment comprendre de quoi l'on parle, il faut quand même avant tout définir les termes. Le terme fatal, selon le Trésor de la langue française, signifie trois choses. Tout d'abord, marqué par le destin, c'est-à-dire fatum en latin, ensuite inscrit dans le temps, c'est-à-dire inéluctable, et enfin marqué par la mort. Gardez ces trois définitions en tête parce que ça vous permettra d'éclairer les différentes œuvres présentées tout le long de la vidéo. Dans les représentations, la femme fatale est une femme qui allie beauté et pouvoir. Toutes les femmes fatales ont un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'en fait, par leur charme, elles font perdre aux hommes leur force virile, leur identité, leur statut d'élu ou bien leur statut divin, leur dignité, voire même leur vie. On les retrouve dans plusieurs religions, par exemple dans la mythologie grecque et romaine, il y a un personnage qui est souvent présenté comme étant une femme fatale, c'est Hélène de Sparte, qui dans l'épisode de la guerre de Troie est enlevée par Paris, ce qui est le prétexte pour que les Grecs déclarent la guerre aux Troyens, ce qui amènera de nombreux héros à mourir, un affrontement entre les dieux et la destruction d'une grande cité, d'une grande civilisation, celle des Troyens. Donc ici, Hélène de Sparte est censée être un élément déclencheur, mais en fait, même si on a globalement retenu d'elle que c'était un peu la femme fatale qui a provoqué cet épisode mémorable qu'est la guerre de Troie, en fait selon les versions elle n'est pas toujours consentante puisque dans certaines versions il est dit qu'elle a été violée, donc elle est forcée à suivre Paris, alors que dans d'autres elle le suit de son plein gré et est ravie de devenir Hélène de Troie. Dans la Bible également on retrouve un grand nombre de femmes fatales, la première étant évidemment Ève, mais il y a également Dalila, Judith, et même moi j'ajouterais le personnage d'Esther, parce qu'au contraire des autres qui sont cités, Esther c'est un personnage qui est présenté de manière positive, puisque en fait elle accepte de se donner pour sauver ses compatriotes juifs, et en fait elle utilise sa beauté pour avoir le pouvoir, et notamment le pouvoir de faire condamner à mort son ennemi Aman. Dans l'histoire réelle, on retrouve évidemment des personnages de femmes fatales, peut-être le plus connu c'est celui de Cléopâtre, qui est une figure qui a été peinte négativement par les Romains, que ce soit des historiens, des poètes, etc. Donc il y a toute une propagande qui dépeint de manière très négative cette reine d'Égypte. Flavius Joseph résume bien la représentation qu'ont les Romains de Cléopâtre, puisqu'il dit « Elle fit d'Antoine l'ennemi de sa patrie par la corruption de ses charmes amoureux ». Évidemment, les Romains ont gagné contre Cléopâtre, donc l'histoire est toujours réécrite par les vainqueurs, mais globalement ce qui dérangeait les Romains chez Cléopâtre, c'est le fait que c'était une reine ambitieuse, qui a eu un pouvoir puisqu'elle a effectivement été l'amante de plusieurs généraux romains, le plus connu étant Jules César, mais aussi Marc-Antoine qui a été défait par Auguste. En fait, c'était une femme de caractère ambitieuse qui, d'après les Romains, constituait un danger pour la vertu romaine et qui, par ses charmes érotiques, puisqu'elle était à la fois grecque et égyptienne, ce qui pour les Romains était un synonyme en fait de luxure, de débauche, elle était contraire à la vertu romaine de la pudeur, donc c'est pour ça que Cléopâtre constituait vraiment un danger pour les Romains et qu'elle a été dépeinte de manière très négative. Plus proche de nous, on retrouve dans l'histoire du cinéma énormément d'actrices qui ont incarné des rôles de femmes fatales. Par exemple Marlène Dietrich dans Der Blaue Engel, c'est-à-dire l'ange bleu, mais aussi Kim Novak dans Sueur froide, que vous connaissez peut-être plutôt sous son titre original Vertigo, et également dans de nombreux films noirs. Le livre qui, à mon humble avis, fonde la vision moderne que nous avons de la femme fatale, c'est l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut de l'abbé Prévost. C'est un roman qui date du début du XVIIIe siècle, où le personnage du Chevalier des Grieux raconte à un narrateur comment jeune homme promis à une belle carrière dans la prêtrise, il est foudroyé en pleine rue par la vue de Manon Lescaut, une jeune fille légère qu'on s'apprête à enfermer au couvent.
Il s'enfuit avec elle et tous deux vivent une vie assez débauchée et pleine d'aventures où globalement le chevalier des Grieux, dit-il, passe son temps à commettre des crimes et aussi à réparer les bêtises que peut faire Manon Lescaut, qui globalement l'aime bien mais n'est pas très fidèle et le tire un peu vers le bas, jusqu'à ce qu'ils aillent dans les Amériques pour vivre une vie plus réglée, et au moment où effectivement ils essaient de sanctifier par le mariage leur vie désormais beaucoup plus honnête, un concours de circonstances fait que on aboutit à la mort de Manon et le chevalier des Grieux, inconsolable, revient en Europe et raconte son histoire au narrateur. C'est un livre qui pose plusieurs ingrédients clés dans le mythe de la femme fatale qu'on retrouvera vraiment très souvent ensuite. D'abord, il y a une notion de destin, c'est-à-dire le fatum dont je vous parlais, puisque le personnage passe son temps à dire qu'il est dépossédé de sa destinée, qu'il ne pouvait pas faire autrement. En fait, il y a une dimension presque de tragédie antique, puisque c'est les dieux qui ont fait que il l'a rencontrée à ce moment-là, qu'il ne pouvait pas faire autrement que de s'enfuir avec elle, que de commettre tous ces crimes, etc. Il place aussi le fait qu'il y a une grande duplicité chez Manon, c'est Manon aussi qui le pousse à commettre des crimes, donc c'est entre la destinée et cette femme en fait fatale. Mais il y a aussi une notion en fait de rédemption dans l'amour et dans la mort qui lui donne aussi son caractère tragique, puisque Manon, après avoir vécu de manière assez antisociale, se range des voitures avec lui, ils vivent une vie bien réglée en Amérique, et elle meurt de manière tragique, mais finalement elle meurt en ayant un peu expié ses fautes, et donc elle a trouvé sa rédemption par l'amour qu'elle éprouvait pour le chevalier, et aussi dans la mort. Et ça, c'est vraiment des ingrédients qui sont hyper importants, que vous verrez dans toutes les autres œuvres que je vais vous citer, parce que vraiment Manon Lescaut, c'est un livre qui a eu énormément d'importance dans l'histoire de la littérature. On retrouve plein de réécritures de ce mythe, je vais vous en citer plusieurs dans cette vidéo. Et en fait, moi c'est un livre, à la première lecture je l'ai détesté, puis je l'ai étudié, je me suis dit en fait c'est incroyable à étudier, et je l'ai relu et c'est devenu un de mes livres favoris. Et franchement, je pense que c'est un livre qui mériterait vraiment une vidéo à lui tout seul, mais c'est un livre que je vous recommande chaudement, qui est quand même pas très long et qui se lit très très bien. C'est un roman d'aventure qui est assez délicieux à lire, il faut quand même le reconnaître. Je pense que la réécriture la plus connue de Manon Lescaut, vous la connaissez tous, au moins par son titre, c'est Carmen de Prosper Mérimée. Carmen, vous connaissez plus probablement l'opéra de Bizet qui date de 1875 je crois, ou quelque chose dans ces eaux-là, peut-être 1872. La nouvelle de Mérimée, en fait, disons que c'est une grosse nouvelle, je crois qu'elle fait une centaine de pages. Elle date plutôt du milieu du 19e, c'est-à-dire de 1845. En fait, Carmen, ça reprend plusieurs ingrédients clés de Manon Lescaut, pour rappeler très rapidement l'histoire, et vous verrez les liens avec Manon Lescaut. C'est l'histoire de Don José qui va être condamné à mort pour un certain nombre de crimes, et qui raconte à un narrateur qu'en fait il en est arrivé là. À la base c'était juste un honnête brigadier qui avait rien demandé à personne, et puis il a été foudroyé par la vue de Carmen, cette bohémienne extrêmement sensuelle, dangereuse, pour qui il commet des crimes, il devient contrebandier, mais un jour, eh ben, Carmen elle se lasse de lui, elle se prend d'amour non pas pour un toréador, ça c'est dans l'opéra, mais pour un picador, donc c'est quand même une personne qui a une fonction un peu moindre dans la corrida, donc elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, et le narrateur Don José ne le supporte pas, et puisqu'elle refuse de revenir avec lui, il la tue. Déjà vous reconnaissez plusieurs éléments qui étaient présents dans Manon Lescaut, c'est-à-dire la structure narrative. En fait c'est un personnage qui parle, qui raconte son histoire à un narrateur. Dans les deux cas vous noterez bien que nous n'avons jamais la version des deux héroïnes. Ensuite, toutes les deux femmes rencontrent leur destin dans le désert, ça c'est assez étonnant, soit c'est le désert en Amérique, soit c'est le désert en Espagne, et dans les deux cas il y a une notion de fatalité,
Elle est très appuyée par des grieux, un peu moins par Don José, mais c'est plutôt par Carmen, parce qu'en fait au moment de mourir, elle dit à Don José « Mais je savais que tu allais me tuer, je l'avais lu dans les cartes ». Je pense qu'encore plus que Manon Lescaut, Carmen est vraiment la représentation de la femme fatale, parce que elle rajoute en plus par rapport à l'œuvre de l'abbé Prévost la dangerosité en fait de l'exotisme incarné par le fait qu'elle est bohémienne, mais aussi en fait contrairement à Manon Lescaut, Carmen jamais elle ne se repent, elle refuse complètement ça et elle met en valeur sa liberté. Elle dit Carmen sera toujours libre. Et de nos jours, en fait, ça fait écho à une dimension un petit peu féministe, d'émancipation féminine, ce qui fait que c'est un personnage qui est encore très populaire, mais avec une lecture un petit peu différente de ce qui pouvait être fait au 19e siècle. Il faut noter quand même que dans ce livre, l'auteur Mérimée a la subtilité de ne jamais prendre part, de ne jamais juger. On sent qu'il n'est pas d'accord avec les crimes de Don José, mais il se garde bien à la fois de le juger lui ou de juger Carmen. Il expose simplement des faits, il garde une distance prudente, quoique ne nous montrant que le récit de Don José. Dans cette histoire, Don José, en fait, il apparaît moins comme une victime de la femme fatale que finalement quelqu'un qui attend un retour sur investissement, je n'ai pas vraiment d'autres mots pour le dire, puisque lui, ce qu'il dit à Carmen, c'est « Attends, moi j'ai tout lâché pour toi et tu veux m'abandonner comme ça juste parce que tu t'es lassé de moi non, 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 tu dois rester fidèle à moi parce que bah, moi je t'aime et je t'ai tout donné. » Et en fait, en le lisant, je me suis fait la remarque que c'était un argument qui est souvent avancé en fait dans les féminicides. Il y a beaucoup de meurtriers qui ont pu dire mais en fait elle avait pas le droit de me quitter. Souvent les féminicides, pas toujours mais régulièrement ils arrivent dans le cadre d'une rupture ou alors dans le fait que la femme part pour aller vivre avec un autre homme et en fait on dit non mais en fait tu n'as pas le droit de me quitter. Si tu n'es pas à moi, tu ne seras à personne, donc je te tue. Ce qui est à noter, c'est que, plus encore dans la nouvelle que dans l'opéra, Carmen, c'est un personnage qui est très sensuel, qui est décrite comme un mélange de vulgarité et de beauté. On a l'impression que pour Don José, l'aimer, c'est presque dégradant, elle fait appel en fait à une part animale de l'homme. Et c'est un personnage qui est quand même très dangereux, puisque elle n'hésite pas à tuer, ou bien elle se réjouit de la mort. Par exemple, Don José tue un de ses rivaux, c'est le mari de Carmen qui s'appelle Le Borgne, et en fait quand elle apprend sa mort, loin de pleurer son mari, elle dit « Ah, chic alors, il m'a agacé, allez hop, le roi est mort, vive le roi ». Donc il y a vraiment cette notion de dangerosité qui est très importante dans Carmen, et qui participe de la dangerosité de l'exotisme qui caractérise régulièrement, pas toujours, mais régulièrement la femme fatale. Une autre femme fatale très célèbre de l'histoire de la littérature, c'est Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Milady de Winter, elle est retorse, elle est séduisante, elle est intrigante. Je trouve qu'elle montre aussi son vrai visage lorsque ses propres armes sont retournées contre elle, puisque souvenez-vous, elle voue une haine farouche à D'Artagnan et plus largement aux Quatre Mousquetaires, parce que à un moment, D'Artagnan couche avec elle en prenant la place de son amant, ce qui au fond en fait de nos jours, je crois que ça peut être considéré comme un viol, mais ça n'est pas dit évidemment comme ça chez Alexandre Dumas. Comme elle déteste ces quatre hommes qui ont retourné ses armes contre elle, elle met toute sa force pour les anéantir, alors qu'en fait ces quatre hommes ne pourraient être que des ennemis politiques, puisque souvenez-vous, eux sont mousquetaires du roi Louis XIII et elle est l'éminence grise du cardinal de Richelieu. Dans de nombreuses adaptations, c'est intéressant parce que il y a une dimension fantastique chez Milady de Winter, puisque on dit qu'elle a vendu son âme au diable, elle arrive à échapper magiquement au bourreau à la toute fin. Donc en fait le principe de Milady de Winter, c'est qu'elle arrive à faire l'impossible. Par exemple, elle arrive à retourner l'incorruptible John Felton contre le duc de Buckingham alors qu'il était son gardien, précisément parce qu'il était impossible de le corrompre. Elle utilise régulièrement des armes qui sont considérées comme indignes puisque c'est la persuasion, le poison, etc.
Dans Les Trois Mousquetaires, Milady de Winter, c'est un peu la némésis de Constance, qui est l'amoureuse de D'Artagnan, puisque Constance, elle est caractérisée par plusieurs choses. D'abord, c'est l'amoureuse du héros, et en plus, il est souvent indiqué qu'elle est fidèle à sa reine, qu'elle aime beaucoup, donc la reine... comment elle s'appelle, Anne d'Autriche, pardon. Alors qu'en fait on comprend que Milady de Winter, elle n'est fidèle au cardinal que finalement parce qu'elle y trouve son compte. Donc il y a une forme d'intéressement, ce que ne fait pas Constance. Donc lorsque Milady s'en prend à Constance, donc en fait elle s'attaque à son propre sexe, ce qui paraît effectivement être un manque de sororité et donc ajouter à son côté maléfique. De nos jours, il y a des représentations différentes du personnage de Milady de Winter dans les adaptations cinématographiques. Souvent, on en fait une femme qui est plutôt une forme de vengeresse, puisque c'est une femme qui en fait aurait subi de la violence de la part des hommes et donc aurait décidé de n'avoir plus foi que dans sa propre loi. En effet, Alexandre Dumas nous apprend qu'en fait, dans le passé de Milady, il y a plusieurs épisodes dans lesquels, effectivement, des hommes ont été extrêmement violents avec elle. Par exemple, elle était au couvent, elle a séduit un jeune prêtre, elle s'est enfuie avec lui, et quand elle l'a quitté, ce jeune prêtre s'est suicidé, et le bourreau de... je sais plus... le bourreau d'une ville, en fait, qui se trouvait être le frère du prêtre, a réussi à faire main basse sur Milady, et... alors qu'il n'en avait pas l'autorisation, parce que normalement ça nécessite une autorisation, en fait il a choisi de marquer d'une fleur de lys dans le dos Milady, qui à l'époque s'appelait pas Milady d'ailleurs, je sais plus comment elle s'appelait, et donc en fait c'est un homme qui a décidé de se faire justice lui-même, alors qu'en fait son frère prêtre, à un moment il a fait ses choix en fait, à la fois en suivant Milady, en se suicidant. Je dis pas qu'il ne peut pas y avoir voilà, de la persuasion, on le voit bien que Milady est quelqu'un qui sait parfaitement user de persuasion, mais en fait il va contre la loi pour se faire justice lui-même. Et ensuite, vous vous souvenez, l'épisode bien connu, on découvre que Milady a été mariée en fait à Athos lorsqu'elle s'appelait Anne de la Fère, donc c'est le nom d'Athos, le comte de la Fère. En fait, il l'a épousée en pensant que c'était une jeune femme innocente jusqu'à ce qu'il découvre cette fleur de lys dans son dos, et il a décidé de se faire justice lui-même aussi. Il l'a pendue, et on ne sait pas trop comment, elle a réussi à en réchapper, mais effectivement, elle a quand même été victime d'une très grande violence de la part des hommes. Je suis pas sûre que, techniquement, il avait vraiment le droit de la pendre lui-même sans autre forme de procès. Donc, c'est un choix que font désormais les scénaristes, mais qui fait écho évidemment à notre changement de regard sur les représentations féminines. Pourtant, je pense que tous les lecteurs des Trois Mousquetaires pourront le dire, clairement Milady de Winter, c'est quand même le meilleur personnage du livre. Même si j'ai quand même une grande affection pour Athos et Aramis, qui sont mes mousquetaires préférés, Milady de Winter, c'est vraiment un génie du mal assez fascinant, et il faut le dire quand même, aucun autre personnage ne lui arrive à la cheville. Je vous ai parlé dans Manon Lescaut du motif de la rédemption par l'amour et la mort, et c'est quelque chose qu'on voit vraiment énormément dans une autre célèbre réécriture de Manon Lescaut, c'est-à-dire La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, puisque c'est le père qui a écrit Les Trois Mousquetaires et c'est le fils qui a le même nom qui a écrit La Dame aux Camélias. Je vais passer assez rapidement sur ce livre-là, puisque je lui ai consacré une vidéo entière l'an dernier, où je l'analyse ainsi que son adaptation en opéra, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. L'histoire de La Dame aux Camélias, c'est celle d'Armand qui tombe amoureux de Marguerite, une courtisane brillante et adulée de tout Paris, qui lâche tout pour lui. Ils vont vivre en campagne tous les deux, mais en fait elle est rattrapée par la fatalité qui est ici incarnée par la maladie.
c'est-à-dire la tuberculose, et elle meurt seule et dans la misère. Ici, c'est une incarnation nouvelle de la femme fatale, celle de la courtisane, qui est une figure clé de la société mondaine du 19e siècle. On l'appelle aussi la demi-mondaine, la cocotte, la lorette, etc. Ce qui est différent chez les courtisanes, c'est qu'en fait, elles restent dans la légalité puisqu'elles dépouillent de leur argent des hommes puissants et richissimes. Ça fait écho au fait que le 19e siècle est quand même un grand siècle capitaliste dans lequel l'argent est tout puissant et donc s'attaquer à la fortune d'un homme, c'est risquer de le faire chuter complètement. Ici, Marguerite trouve aussi sa rédemption en quittant un monde justement où l'argent est roi, mais aussi où globalement règne le spectacle, le faste. Donc finalement elle arrive à retrouver une forme de sincérité dans l'amour qu'elle porte à Armand, en ayant une conduite beaucoup plus réglée. Et c'est aussi ce qui fait sa grandeur, c'est qu'elle arrive à sortir d'une vie de plaisir tapageur pour vivre pleinement son amour, même si elle le paye au prix fort. Ce que montre vraiment Alexandre Dumas dans ce livre, c'est que la société a tendance à porter au nu des femmes qu'elle oblige à se prostituer et au final, lorsqu'elles chutent, elles ne sont protégées de rien et cette même société qui les adorait hier, aujourd'hui, les met plus bas que terre et les considère comme des femmes de mauvaise vie. Donc c'est vraiment un propos, je dirais, proto-féministe que peut porter Alexandre Dumas sur cette figure-là. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que je lui ai consacrée, où j'analyse plus longuement comment Alexandre Dumas traite ce thème-là. Donc la cruauté que la société fait vivre aux femmes en les obligeant à se prostituer, elle est retournée contre les hommes, puisque la courtisane les dépouille complètement de leur argent. Dans cette histoire, en fait, la victime, c'est Marguerite, c'est pas forcément un homme, puisque c'est elle qui meurt à la fin. On voit donc ici, c'est le cas un peu particulier d'une femme fatale pour elle-même, qui devient en fait la véritable victime de l'histoire. Et ça, je trouve que c'est assez nouveau. Une autre courtisane célèbre qui est aussi une femme fatale, c'est Nana dans le roman éponyme d'Émile Zola. Nana, ça fait partie de l'ensemble plus global des Rougon-Macquart, une série de romans qui est sous-titrée « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire », dans lequel Zola s'attache à dépeindre toutes les strates de la société dans une perspective naturaliste, c'est-à-dire en allant encore plus loin que le réalisme, puisqu'il a fait beaucoup de recherches pour pouvoir documenter chacun de ses ouvrages. Ici, on suit l'histoire de Nana, c'est-à-dire Anna Coupeau, une jeune femme pauvre qui en fait devient actrice, qui lui permet de devenir une demi-mondaine particulièrement adulée dans Paris. Elle affole les hommes et leur fait perdre leur fortune, leur tête, voire leur vie. Zola ne dépeint jamais Nana comme étant mauvaise, puisqu'il la qualifie lui-même de bonne fille. À ses yeux, elle n'est qu'un instrument en fait qui mène à la perdition des hommes, puisqu'elle flatte leurs plus bas instincts et puisqu'elle s'engouffre dans le vide existentiel qu'a pu créer une époque. C'est une époque de luxe, d'avidité, je le disais pour la Dame aux camélias, même si c'est pas exactement la même époque, mais de plaisir tapageur, et c'est une époque qui finira dans la ruine et la débâcle à travers la guerre de 1870, la défaite française, la Commune, etc. Donc c'est vraiment comme ça que se termine le roman, puisque à la fin, on a la déclaration de guerre de 1870. À un moment dans le roman, Nana est même comparée à une mouche sur un cadavre, donc Zola associe cette société en fait à une charogne. Ce qu'on voit dans Nana, c'est que les hommes sont prêts à s'avilir en fait pour un peu de tendresse, et les femmes se vengent des humiliations que peuvent leur faire subir les hommes. C'est le cas de Nana, mais c'est le cas de beaucoup d'autres personnages féminins dans ce roman. On voit par exemple le bienfaiteur principal de Nana, c'est le comte Muffat, qui est présenté comme un homme droit, sévère, bigot, et on assiste à sa déchéance tout le long de l'histoire, puisqu'à la fin, lui qui est sénateur, je crois, il finit sur le tapis
de Nana à quatre pattes, à jouer le chien et à lui demander de lui mettre des coups de pied aux fesses. Donc c'est vraiment cet effet en fait avilissant, castrateur en fait de la femme fatale qui est incarnée par la déchéance du comte Muffat. Pourtant, dans ce livre, jamais Zola ne tient un discours sexiste, jamais il n'accuse la femme en tant que genre ou sexe. Lui, son propos, c'est vraiment la déchéance de la société. Ce qui pour moi fait le génie de Zola, c'est qu'en fait, dans aucun de ses romans, il n'est manichéen, il n'y a jamais du tout blanc, tout noir. Ici, à certains moments, on déteste Nana et à d'autres, en fait, on la plaint. Et c'est le cas en fait de tous les personnages, même le comte Muffat qui est pas vraiment agréable, on arrive quand même à compatir à son malheur. C'est un livre assez virevoltant à lire, où on assiste un peu consterné à la déchéance de plusieurs hommes. D'ailleurs, je trouve qu'on le cite pas assez souvent à propos de l'écriture de Zola. Je trouve qu'il y a une forme de vulgarité dans la langue, et je dis pas ça forcément de manière négative. C'est plutôt que, à mon avis, il utilise le parler des personnes du milieu qu'il est en train de dépeindre. Il retranscrit une gouaille, c'est pour ça d'ailleurs qu'il utilise très souvent une narration en discours indirect libre. Et donc ça participe un peu d'une forme de vulgarité. Et voilà, j'insiste sur le fait que pour moi ça n'est pas négatif, ça n'est pas un défaut dans l'écriture de Zola. Il écrit bien, mais il utilise des termes qui donnent une forme de vulgarité. Qui en fait est assez surprenante quand on y fait vraiment attention. Dans la catégorie des femmes qui en fait n'ont absolument pas demandé à être des femmes fatales, je voudrais citer Diane de Méridor dans La Dame de Montsoreau d'Alexandre Dumas. Encore lui, décidément, cette vidéo est quand même globalement dédiée à l'œuvre du père et du fils Dumas. D'ailleurs, entre nous, c'est justement en réfléchissant à Diane de Méridor que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Diane, c'est une jeune femme pure, innocente, bien sous tout rapport, qui vit très solitairement avec son père en Anjou, je crois d'ailleurs. Et elle s'attire l'amour fou de plusieurs hommes. D'abord le duc d'Anjou, qui est le frère d'Henri III, le comte de Montsoreau et Bussy d'Amboise. L'intrigue en fait de ces hommes qui deviennent fous à cause de Diane de Méridor, elle se croise avec une autre intrigue, une intrigue ici historique. C'est un procédé classique chez Alexandre Dumas de mêler la petite et la grande histoire. La grande histoire ici, c'est les intrigues qui sont menées par la Ligue et plus globalement par la famille de Guise pour prendre le pouvoir. Mais aussi les relations tendues, c'était le cas dans la réalité, entre le duc d'Anjou et son frère Henri III. Ici, Diane de Méridor, c'est un personnage qui est caractérisé par une très grande beauté, mais qui est vraiment malmené par les hommes qui deviennent complètement fous pour elle. Le duc d'Anjou la fait enlever, le comte de Montsoreau, par traîtrise, parvient à l'épouser. Seule Bussy d'Amboise n'abuse pas d'elle et elle tombe amoureuse de lui. La seule arme qu'a Diane de Méridor pour lutter contre cette folie des hommes, c'est sa vertu et surtout sa force de volonté pour leur résister. Suite à la fin tragique de ce livre, dans la suite qui s'appelle Les 45, elle deviendra un personnage vengeur, donc elle sera une femme fatale mais d'un tout autre genre. Donc pour moi c'est vraiment une femme fatale malgré elle, qui est caractérisée par son amour et sa fidélité d'abord à son père et ensuite à Bussy d'Amboise, l'homme qu'elle aime. D'ailleurs, La Dame de Montsoreau, ça s'inscrit dans un cycle plus globalement où l'auteur parle de l'époque des guerres de religion, puisqu'avant il a écrit La Reine Margot, ensuite il y a La Dame de Montsoreau, ensuite Les 45, et ensuite il devait faire un autre livre qu'il a jamais terminé, où je crois qu'il était censé parler de l'assassinat du duc de Guise. Mais entre nous, il n'y a aucune nécessité de les lire dans l'ordre. Moi par exemple, je n'ai pas lu La Reine Margot et ça m'a absolument pas manqué pour lire ce roman. Donc c'est une très grosse brique, mais franchement, je l'avais lu il y a quelques années, je l'ai lu en 10 jours en fait,
parce que c'est Dumas, il y a plein de dialogues, ça se lit vite, et c'est super prenant. C'est pas aussi prenant que les Trois Mousquetaires, mais c'est quand même vraiment très très bien, et je vous le conseille très largement. Peut-être pour citer aussi d'autres personnages de femmes fatales que j'appelle malgré elles, j'en citerai deux, mais je développerai pas trop parce qu'en fait je n'ai pas lu les livres en question. D'abord il y a le personnage d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Esmeralda, elle est au cœur d'un triangle amoureux, ou même d'un carré amoureux, enfin bon bref, il y a 3 hommes qui sont amoureux d'elle. C'est Phébus, donc un jeune capitaine je crois, Frollo qui est un prêtre et non pas un juge, ça c'est dans la version Disney, et enfin Quasimodo qui est le bossu qu'on connaît bien. Elle paye le prix de la folie qu'elle suscite chez les hommes et notamment chez Frollo. Et Esmeralda, c'était juste une bohémienne qui dansait dans les rues avec sa chèvre pour gagner son pain, et elle se retrouve prise dans un grand nombre d'intrigues et elle en paye le prix fort malheureusement. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une femme fatale qui sème beaucoup de morts autour d'elle mais qui en fait a rien demandé, comme Diane de Méridor, et aussi comme un autre personnage très sulfureux, c'est celui de Dolores dans Lolita de Vladimir Nabokov. Lolita, c'est une jeune adolescente, je sais plus quel âge elle est censée avoir. Elle suscite la passion en fait de Humbert Humbert qui devient son beau-père. Et en fait, elle est très érotisée dans le récit qu'Humbert Humbert peut faire, puisque c'est son point de vue en fait qui est montré. On le voit d'ailleurs dans l'affiche de film très connu, le film de 62 de Stanley Kubrick, dont a priori je vais mettre une image sur ma miniature. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est un livre qui a une mauvaise réputation, c'est que certains le lisent comme une apologie de la pédophilie en fait, et aussi de l'inceste, alors qu'en fait c'est pas du tout le propos, au contraire, de Nabokov qui dénonce en fait le comportement d'Humbert Humbert. Donc de ce point de vue, moi je vous encourage à aller voir la vidéo qu'a faite Nabolita sur Lolita, puisque Lolita est son livre préféré, et elle montre vraiment que le propos de Nabokov est vraiment tout sauf l'apologie de la pédocriminalité. Donc je vous renvoie vers sa vidéo, puisque moi je n'ai pas lu le livre, je vous le cite, et elle l'analyse extrêmement bien. Tout à l'heure j'évoquais le naturalisme avec Zola, et dans son prolongement il y a eu un autre mouvement littéraire qui est le décadentisme, où on parle aussi de littérature fin de siècle puisque ça intervient à la fin du 19e siècle. Le décadentisme a exploré la figure de la femme comme élément asservissant de l'homme, avec une perspective résolument misogyne. Dans le décadentisme, il y a un fort lien entre la fiction et la science, ce qui a permis à certains penseurs, auteurs, etc., d'ailleurs avec assez peu de rigueur scientifique, il faut le souligner, soi-disant basé sur des arguments scientifiques, un discours sexiste mais aussi éventuellement raciste et antisémite. Chez les décadentistes, la figure de la femme a plusieurs caractéristiques. D'abord, ça peut paraître paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, en fait la figure féminine est survalorisée, ce qui aboutit en fait à une forme de dépersonnalisation de la femme qui n'est plus vraiment humaine en fait. Elle est également associée régulièrement à l'ordure, à la charogne, dans une perspective en fait pessimiste et dans le rejet de l'autre. Ici c'est l'autre féminin. Les décadentistes valorisaient aussi beaucoup l'ornementation, l'artifice, la potentialité érotique, et ils avaient une préférence pour l'art plutôt que pour le réel. Et d'ailleurs, la science tout au long du 19e siècle a appuyé ces représentations animales, effrayantes. Par exemple, Charcot, qui a travaillé sur l'hystérie,
à montrer en public des femmes hystériques, donc à marquer vraiment l'hystérie comme étant associée à la femme. D'ailleurs, hystérie, vous vous souvenez, ça vient étymologiquement de utérus, donc vraiment on l'associe à la femme, alors qu'en fait, on le sait d'après son travail, il avait connaissance d'hommes hystériques, mais jamais il ne les a montrés. Depuis, nous n'associons pas forcément dans notre représentation de l'hystérie cette maladie à des hommes. Également, pendant tout le 19e siècle, les menstruations féminines ont été associées à l'animalité. Et je voudrais citer une phrase étonnamment lucide d'un auteur qui s'appelle Otto Weininger, qui s'est illustré par une œuvre caractérisée par des éléments racistes et antisémites, qui donc dans un élan de lucidité assez étonnant a dit « La haine de la femme n'est jamais que la haine non surmontée de l'homme contre sa propre sexualité. » Donc, avec toutes ces caractéristiques, vous vous doutez, c'était tout trouvé en fait pour les décadentistes d'utiliser la figure de la femme fatale. À cet égard, je voudrais parler d'un livre que j'ai découvert l'an dernier, que j'ai beaucoup aimé, c'est Bruges la morte de Georges Rodenbach. J'en ai pas mal parlé dans ma vidéo Pépite, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vais passer relativement rapidement, mais l'histoire de Bruges la morte, c'est celle de Hugues, un veuf éploré qui se réfugie à Bruges et qui en fait développe une obsession pour un sosie de sa femme morte. Et donc dans ce livre, on confronte deux visions de la femme qui est sanctifiée dans la mort, donc ici c'est la morte, on ne sait d'ailleurs jamais comment elle s'appelle en fait, elle est juste caractérisée comme étant la morte. Et l'autre vision de la femme, c'est une femme lascive dans la vie, c'est le sosie de la morte. Le parallèle est beaucoup fait dans ce livre avec la ville de Bruges qui est prise dans plusieurs contradictions, à la fois une austérité religieuse, en même temps le chatoiement des rites catholiques, les processions, etc. Les canaux avec l'eau comme un miroir dans laquelle on se reflète, on se perd, etc. Ici, la femme fatale fait chuter en fait l'homme de son piédestal moral et religieux, puisque avant Hugues était vraiment très apprécié et très admiré de tout le monde pour son veuvage éploré, mais finalement en fait elle le ramène à la vie, elle le fait sortir d'une bulle mortifère pour le ramener en fait dans la vie, dans la chair, mais c'est comme en fait chuter du paradis, puisque on sort d'un Éden éthéré pour entrer dans le siècle, ce qui en fait provoque la perte de l'homme et le fait sombrer dans la folie. Donc c'est un livre que je recommande puisqu'il est vraiment très beau, moi je l'ai beaucoup aimé, même si il y a des éléments un peu sexistes. Plus globalement, sur la représentation de la femme dans la littérature fin de siècle, je vous conseille tout le travail universitaire énorme qu'a pu faire Mireille Dautin-Orsini, qui était spécialiste de cette littérature. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les livres que je vous ai présentés ici ont été écrits par des hommes. Et je dois dire que j'ai eu énormément de mal à trouver des ouvrages classiques évoquant la figure de la femme fatale et qui seraient écrits par des femmes. J'en ai trouvé un, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, parce que sinon je vous révèle le fin mot de l'histoire, mais sachez qu'il y a un personnage de femme fatale, et je vous conseille d'ailleurs très largement la lecture de Rebecca de Daphné du Maurier, qui est absolument exquis comme livre. C'est un livre que j'adore, que j'ai complètement dévoré quand je l'ai découvert il y a quelques années. On peut se dire aussi que il y a quand même aussi des personnages d'hommes pour lesquels on se damne. Dans l'histoire de la littérature et de la culture. Par exemple, il y a le personnage de Don Juan, on parle même de donjuanisme pour parler de ces hommes qui séduisent des femmes et qui ensuite les abandonnent. Également, c'était un personnage initialement de livre, mais il est surtout connu pour ses adaptations cinématographiques, le personnage de James Bond. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, globalement, il y a énormément de femmes qu'il séduit et qui meurent parce qu'elles l'ont approché. C'est un personnage extrêmement dangereux, qui sème la mort autour de lui,
Mais ce qu'il faut dire, c'est que malgré Don Juan, malgré James Bond, en fait, il n'y a pas d'assimilation essentialiste. On ne va pas dire, oui, c'est la représentation de l'homme fatal. Et c'est ça la différence, en fait, de traitement entre les hommes et les femmes dans cette représentation de fatalité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans l'histoire de nos sociétés, les femmes ont toujours eu beaucoup moins de pouvoir, donc sans vraiment essayer de dédouaner des comportements antisociaux ou criminels, on peut peut-être se dire que, en fait, la manipulation des hommes, c'était la seule arme qu'elles avaient pour finalement parvenir à leur fin, alors que les hommes ont généralement assez peu besoin des femmes pour parvenir à leur fin. Est-ce que c'est un mythe dépassé de nos jours, la femme fatale? C'est vrai que de nos jours, on représente beaucoup moins des personnages de femmes fatales comme ça pouvait l'être avant, ou bien on va faire comme ce qui est fait avec Milady de Winter dans les nouvelles adaptations cinématographiques, c'est qu'en fait, on va dire oui, mais elle a des excuses. Et je pense que ça, c'est à mettre en relation aussi avec l'émancipation féminine qui peut avoir lieu dans nos sociétés occidentales actuellement. On remet en cause certaines représentations et donc certaines figures tutélaires d'une vision patriarcale. Par exemple, un choix qui avait fait un tollé il y a quelques années pour l'opéra Carmen. Le metteur en scène et le directeur de l'opéra, je me demande si c'était pas la Scala de Milan, avait décidé que Carmen ne devait pas mourir à la fin de l'opéra sous les coups de Don José, mais qu'en fait, en légitime défense, en fait, c'était elle qui tuait Don José. Et l'argument qui avait été donné par le metteur en scène, c'était de dire, en fait, de nos jours, il n'est plus possible d'applaudir au meurtre d'une femme. Alors moi, j'avoue que je suis un peu dubitative avec cet argument, puisque je pense que c'est pas en cachant les choses qu'on va faire s'arrêter le féminicide. Je comprends le fait de dire il faut arrêter de valoriser certaines choses, mais en fait quand on va à l'opéra et qu'on applaudit à la fin de Carmen, on n'applaudit pas pour un meurtre en fait. On applaudit pour une histoire, pour la tragédie qui amène à ce que Don José la tue, etc. Donc je pense que c'est voilà, une bonne volonté, mais que c'est assez... Enfin voilà, moi je suis pas très convaincue par cette vision, mais après tout, elle a le mérite aussi de questionner nos représentations. On voit disparaître aussi un mythe journalistique qui était celui du crime passionnel lorsqu'on parle de féminicide, puisque avant on disait ah oui mais il l'aimait tellement qu'il l'a tué. En fait non. Effectivement de nos jours on peut plus parler de crime passionnel parce qu'on sait que je vous le disais au début à propos de Carmen, en fait il y a beaucoup d'auteurs de féminicides qui font ça parce qu'ils refusent que leur compagne, ex-compagne, etc. soit un sujet, en fait, il la place toujours comme objet. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on a parlé de crimes passionnels, qui était une façon aussi de dédouaner ces auteurs de leurs crimes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu penser de ces livres si vous les avez lus, mais aussi si vous avez lu d'autres ouvrages où on présente des personnages de femmes fatales. Je vous rappelle les titres qui ont été présentés dans cette vidéo. Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut de l'abbé Prévost, Carmen de Prosper Mérimée, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, Nana d'Émile Zola, La Dame de Montsoreau d'Alexandre Dumas, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Lolita de Vladimir Nabokov, Bruges la Morte de Georges Rodenbach et Rebecca de Daphné du Maurier. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et activer les notifications. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis active sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures.